Entrez dans le monde de l'art en regardant Confidence pour un dessin avec les papiers Canson pour l'art et la création. Alors si je devais synthétiser dans un tableau les choses que j'aime, une cabane dans un arbre, parce que ça c'est un vieux fantasme de gamin. Moi j'aime bien aller à l'essentiel, j'aime bien ce qui est hyper réaliste. J'y mettrais déjà un peu de couleur, peut-être, des oiseaux, des enfants, pas des choses mortes. Quoique j'adore les coquillages, mais pour moi c'est plutôt vivant parce que les formes sont très complexes. J'y mettrais de la musique parce que bon, j'aime bien la guitare, à cause de Monsieur Henri Salvador que j'adore. Et comme je suis d'origine arménienne par ma mère, c'est important de mettre quelque chose qui a trait à la maternité. J'y mettrais le mont Ararat. C'est là où Noé a débarqué avec tous ses animaux, donc symboliquement c'est important. Si j'avais une légende à mettre sur mon tableau, si vous débarquez au paradis, que Dieu vous pose une question et j'aimerais bien qu'il me dise, bon, c'est à cette heure-ci que t'arrives. Parce que des fois, on est pressé de monter là-haut, il paraît que c'est mieux là-haut. Mais bon, d'où le fait que je suis heureux mais pas satisfait. Voilà, j'ai des questions sans réponse. Éric Vinarteau, le point de départ du tableau, est-ce que c'était la cabane ? Oui. La cabane, c'est forcément l'image de l'intimité, de la méditation à l'intérieur de quelque chose. On voit souvent, si on regarde beaucoup la peinture comme Giotto par exemple, il y a énormément de scènes de chambre, et la chambre c'est vraiment une image où on réfléchit sur le monde à l'intérieur, vers l'extérieur, et c'est pour ça que j'ai mis la fenêtre comme le regard vers un univers qui est plus que ce qui est visible. Les autres éléments majeurs, ce sont les oiseaux, bien évidemment, et puis la guitare. Oui, la guitare représente un instrument de musique. Forcément, c'est lié à l'émotion, au sentiment, à la création, à l'art, aux beautés des choses, et le pinceau aussi. C'est aussi un instrument, un outil, et après le reste dépend aussi de l'esprit de la cabane, c'est-à-dire c'est comment on construit notre vision mentale sur le monde à travers ces outils. Et les enfants, je les traduis par des moineaux, parce que si j'utilisais des images des enfants, ça aurait été peut-être beaucoup plus direct. Mais tandis que les moineaux, c'est des oiseaux très fragiles, on le voit partout, ils sont très touchants. Et c'est pour ça que ces moineaux entourent le monde. C'est aussi une image que je propose à travers le texte de Légitimus avec la cabane. Et alors le choix des couleurs, comment vous l'expliquez ? Il y en a assez peu finalement, et on est dans la même gamme, du orangé, du jaune. Je me suis concentré d'abord sur la forme. La couleur est venue par des petites touches ici, par là. Mais si on regarde de détail, il y a beaucoup de couleurs. En effet, si on se concentre sur un oiseau, deux oiseaux, il y a du bleu clair, du rouge, et je voulais absolument montrer une dimension très riche et vivante dans chaque élément. Même le bord de la fenêtre, il y a juste quelques touches de jaune. Et le jaune, pour moi, c'est important parce que c'est vraiment une image de lueur, de crépuscule, du matin ou du soir. C'est aussi une image de l'aura. Et je pense que chaque élément possède aussi quelque chose qui est plus que ce qui est physique. Et une couleur qui est très très importante, c'est quand on éteint la lumière et puis qu'on allume la lumière noire, il y a toute une composition d'étoiles et d'une ouverture en bleu fluorescent. Et je renforce justement l'idée de la cabane, une ouverture vers la découverte de ce qui est derrière le dessin, et les étoiles comme couleur qui rassemble et qui unifie tout. Ce qui nous amène aussi à la question sur le chiffre qu'il y a dans ce tableau. Oui. Il y a 25 dessins qui composent un seul dessin, et si on éteint la lumière, on en a un troisième. Donc encore une fois, on est dans le chiffre 3, dans le chiffre 25. Ça, c'est une manière de travailler que vous avez tout le temps ? Oui, le chiffre est très important dans mon travail. Au départ, il y a 9 dessins. Le premier par les coquillages, 2 coquillages dans le deuxième, un seul coquillage dans le troisième, la guitare dans le 9e, et le 8, c'est souvent symbolisé aussi par l'image de l'infini, et c'est pour ça que j'ai mis l'âge de Noé en plein chiffre 8, parce que voilà, tout le monde sait que l'âge de Noé, ça représente le sauvetage après une immense tempête.
Éric Vinartau, quelle est la technique que vous avez utilisée pour ce dessin précisément? Alors principalement c'est sur papier, 80 grammes, couleur chaude, beige. Il y a des crayons de couleur, des crayons mine de plomb, encre, de l'huile sur papier et puis couleur fluorescente. Quel est le conseil que vous donneriez aujourd'hui à des jeunes collégiens qui ont envie de se destiner à la peinture? Il faut commencer par beaucoup dessiner, beaucoup voir les autres peintres, voir les musées, voir la culture ancienne, voir la culture moderne, voir la culture actuelle, s'intéresser à beaucoup de choses, s'intéresser au monde, à la musique et surtout, peu à peu avec le temps, avoir la conscience que faire de la peinture, c'est aussi méditer sur le monde vers un chemin plus riche. Merci Éric Vinartau, bon voyage. Merci. C'était Confidence pour un dessin avec les papiers Canson. Entrez dans le monde de l'art en regardant Confidence pour un dessin avec les papiers Canson pour l'art et la création. Je pense dessin imaginaire, j'imagine tout de suite de multiples dessins et 36 cosmos différents. Je m'imagine dans une sorte comme de bulle transparente, mais qui me permettrait d'aller très très bas dans l'eau et trouver des créatures qui sont quelquefois phosphorescentes, toutes les plantes aquatiques tellement mystérieuses, tous les coquillages, tous les coraux, comme un cabinet de curiosité sous-marin. Mais j'aimerais amener la lumière dans la profondeur. Oui. Et comme ça, on pourrait éclairer des choses qui sont en général dans l'obscurité et ça révélerait des mondes inouïs. La légende, ce serait « Rien ne m'arrête ». Stéphanie Nava, quel est votre parcours professionnel? Qu'est-ce qui vous a mené à devenir artiste? Alors en fait, j'étais pas vraiment moi, je me destinais pas vraiment à être artiste quand j'étais, on va dire, quand j'étais adolescente. Enfant, je rêvais d'être architecte et j'ai commencé. Je voulais faire des études d'architecture ou de scénographie théâtre. En fait, j'ai beaucoup baigné dans le théâtre, étant proche d'Avignon, allant au festival tous les ans, et j'avais vraiment ce désir de faire de la scénographie. Et en fait, je suis rentrée aux Beaux-Arts un petit peu par hasard, on va dire, comme préparation avant d'essayer de faire une école de scénographie. Et je crois que je me suis laissée entraîner. Donc j'ai fait mes 5 années aux Beaux-Arts avec énormément de plaisir. Et j'ai découvert là, je ne sais pas si c'est une découverte, mais en tout cas, j'ai confirmé là quelque chose qui a une espèce de non-choix, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspirait dans l'interview d'Ariel Dombasle? On est là dans un travail de traduction. Donc il y a cette question, moi je ne suis pas illustratrice, donc après le travail, voilà, mon travail, je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas un travail d'illustration, mais vraiment un travail de traduction, c'est-à-dire de prendre les mots de quelqu'un et les transférer dans mon langage à moi. Après, voilà, bien sûr c'est impressionnant parce qu'on se dit, est-ce qu'on va être fidèle? Est-ce qu'en même temps être infidèle n'est pas être fidèle aussi? Et est-ce que la parole donnée, elle n'est pas aussi à prendre au vol et puis à se l'approprier finalement et que ce soit aussi mon dessin autant que le sien finalement. Alors quels sont les mots qui vous ont le plus parlé dans son interview? Pour moi, il y a quelque chose qui m'intéresse dans quelque chose d'assez précieux, dans une idée même une idée cristalline, on va dire, et peut-être presque, j'avais l'impression dans la façon dont elle parlait des animaux, des sous-marins, et ainsi de suite, comme des pierres précieuses. En tout cas, une chose assez délicate, en même temps un peu mystérieuse. Quel est votre univers à vous? Je m'intéresse au monde, à la façon dont il est construit, à la façon dont il est construit à travers à la fois des choses qui sont
on va dire presque théoriques, des idées, du langage, des choses physiques, comme je m'intéresse beaucoup à la ville, à l'architecture, à la façon dont les cités, les communautés, on va dire, sont organisées. Donc après, est-ce que ça fait un monde, est-ce que ça fait un univers? Je ne sais pas. Mon monde, c'est le monde dans lequel on vit, et je m'efforce, avec mes petits moyens, d'essayer d'en transcrire certains aspects. Je n'ai pas vraiment une vision romantique de l'artiste qui est dans son atelier puis qui attend l'inspiration ou qui s'inspire des choses comme ça. Je respire, je ne sais pas si j'inspire, mais le travail d'artiste, plutôt que d'un travail qui est lié à l'inspiration, c'est un travail d'observation. Et pour moi, je suis une observatrice et je remarque des choses, certaines choses précises, et je les transporte dans mon travail. Alors justement, sur cette table de travail, il y a énormément de papier. J'imagine que vous le choisissez avec vraiment rigueur, ce papier. Comment vous faites ce choix? Je suis dans un magasin de papier, je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons. J'ai envie de tout acheter et puis d'essayer. J'ai toujours plein de blocs à la maison, des grands blocs, des petits blocs, des rouleaux. Je travaille beaucoup avec du papier de très grand format, donc en rouleau. Donc c'est plus après un papier, on va dire, pour chaque envie, pour chaque moment. Il y a des petits carnets qu'on met dans les sacs et puis on ouvre les blocs, on touche, on regarde et on imagine ce qu'on peut faire avec. Quelle est votre technique alors habituelle? Je fais des très grands dessins au fusain, je fais des petits dessins au crayon et à l'encre comme je vais faire aujourd'hui. Donc en fait mes techniques elles varient, on va dire selon les formats et puis selon aussi les projets. Parce que là, pour moi, c'est pas tant la technique qui dicte le contenu que plutôt la technique, elle doit être juste par rapport à ce qui doit être dit. Quel serait votre conseil, ou vos conseils d'ailleurs, aux collégiens qui ont envie de devenir artistes? Peut-être d'aller voir beaucoup d'expositions. Et puis aussi un conseil que je donne à mes étudiants, de dessiner beaucoup, d'avoir toujours un carnet sur soi et puis d'avoir ce réflexe de noter les choses par le dessin. Merci beaucoup, Stéphanie Navarre. Merci. C'était Confidence pour un dessin avec les papiers Canson. Entrez dans le monde de l'art en regardant Confidence pour un dessin avec les papiers Canson pour l'art et la création. Le dessin qui pourrait me représenter, ça serait plutôt quelque chose d'abstrait. Il y a toujours la possibilité de l'interprétation, faire fonctionner l'imaginaire. On pourrait retrouver une sorte d'effet de répétition dans le tableau, avec des couleurs, mais une dominante de jaune et de vert, parce que pour moi ça symbolise la vie, avec des lettres d'alphabets différents, c'est-à-dire de plusieurs langues, pour signifier l'universel et la singularité de son expression, en tout cas de l'expression de l'universel. Et il ne faut pas croire que, parce que deux personnes ont des avis différents qui s'opposent, j'ai envie de dire que c'est complémentaire, en fait. Il n'y a pas une espèce de vérité absolue, mais chacun a sa vérité, et c'est ensemble qu'on forme la vérité d'une certaine manière. On est à la fois nous et on est à la fois tous les autres en même temps. Et tous les autres, c'est nous également. Donc ce dessin, ça serait un élément de pacification, d'une certaine manière. Éric Derac, vous allez piocher vos idées un peu partout autour de vous, dans le monde qui vous entoure, à la télévision, dans les magazines. Comment vous faites pour vous inspirer? Dans mon travail, je viens justement mettre mon grain de sel, mettre mon empreinte, entrer dans cette matière par le biais de ma propre sensibilité. On a 5 sens, ils sont importants. Aujourd'hui, je pense que on a tendance, le rythme de vie, la façon dont on nous bombarde d'informations, on a tendance à nier ces 5 sens. Et moi, j'essaye de travailler avec ces 5 sens. Je les intègre véritablement dans mon travail. Pourquoi tant de couleurs dans ce que vous faites? Parce que ces 50 dernières années, l'art est empreint d'intellectualisme, de conceptualisme. Et les couleurs ne parlent pas à la raison. Et du coup, on est obligé de les interpréter par ces sensations. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, bon, la couleur peut parler aussi bien aux enfants, aux déchus de la société, aux sans grades,
Et c'est une petite dimension qui m'intéresse et qui est assez passionnante finalement, peut-être à creuser. Alors comment on arrive à travailler comme vous le faites? Quel est votre parcours? C'est un travail qui est à la frontière de tous les arts, on va dire, mais aussi de la cartographie, le dessin, la gravure, le montage, le collage, la peinture, évidemment, et même l'installation, puisque finalement j'installe des petits éléments les uns à côté des autres, ou les uns sur les autres, je superpose, et donc c'est une envie d'embrasser énormément de choses, mais dans un espace extrêmement restreint, puisque finalement, c'est qu'une miniature. Je pars de l'origine de l'image, qui est quand même la miniature, au Moyen-Âge et au pré-Moyen-Âge, et j'utilise les techniques les plus pointues aujourd'hui. Vous travaillez sur du papier? Oui, bien sûr. Le début de mes projets commence toujours par un crayon, un papier. La pensée s'affiche très vite, en 10 secondes sur le papier. Et puis toutes les notes, alors des phrases, enfin, toutes sortes de choses, oui. Je suis une surface sensible, donc je suis sensible à tout mon environnement, quel qu'il soit, à tout moment. Et ensuite, oui, je retranscris des choses sur le bloc, et puis dans les œuvres, finalement. Quel serait le conseil que vous pourriez donner à de jeunes collégiens aujourd'hui qui ont envie de se tourner vers la création, comme vous? De s'armer de courage, vraiment. De s'armer de courage, mais je paraphraserais bien Abdelmalik en disant qu'il faut écouter son cœur et en même temps savoir qui on est, écouter un peu sa raison tout de même, pour ne pas s'embarquer dans une histoire qui est trop grande pour soi, quoi. Mais avec beaucoup de courage et de la ténacité, je crois qu'on arrive assez loin. Merci Eric Derak. Merci. C'était Confidence pour un dessin avec les papiers Canson. Entrez dans le monde de l'art en regardant Confidence pour un dessin avec les papiers Canson pour l'art et la création. Le tableau qui pourrait me ressembler, déjà il serait rond, parce que c'est une forme que j'aime depuis toujours. Déjà c'est la forme du disque. À l'intérieur de cette feuille, j'y vois une petite fille. Elle est assise sur un rocher. Elle a, je sais pas, peut-être 6-7 ans. Elle mange des petites notes de musique et elle les mange avec gourmandise. Je suis très très gourmande. Alors dans ce dessin, c'est la fin de l'été, fin de journée. Mais c'est vrai que ce moment, je le trouve vraiment précieux. Je sais pas, c'est doux quoi comme moment. Mais il y a un petit oiseau, un canari. C'est un ange gardien, ça représente peut-être la bienveillance des proches. L'expression de la petite fille, c'est une sorte de petit sourire au coin des lèvres très apaisé, qui ne tente rien à rien. Emmanuel Réjean, quel est votre parcours professionnel? J'ai fait les Beaux-Arts à Paris. Enfin, je suis niçois, mais au moment de passer les concours, l'herbe est toujours plus verte sur le pré d'en face, donc je suis parti à Paris. Je pense que si j'avais été parisien, je serais allé à Nice, à la Villa-Arson, mais bon, voilà. Vous avez toujours su que vous vouliez devenir artiste peintre? Oui, en tout cas, je ne savais pas, je connaissais pas la profession, entre guillemets, en tout cas, mais je savais que je voulais dessiner, que je voulais peindre. Maintenant, après, je ne savais pas si ça allait être dans la pub, dans la mode, mais je savais que je voulais faire ça, ouais. Pour un dessin comme celui-là, là, celui d'aujourd'hui, que vous avez fait le plaisir de partager avec nous, vous mettez combien de temps? Ça dépend parce que j'en fais beaucoup. Je fais beaucoup de dessins préparatoires avant le dessin final, donc je peux passer 15 heures, 20 heures sur un dessin, qui n'est pas très grand finalement. Par contre, sur de très grands formats, là, ça se compte même plus. Mais quand je dis tout le temps, c'est pas forcément
avec le stylo et le feutre en train de réaliser sur le papier. C'est le temps de chercher l'idée, le temps de mûrir l'idée et le temps de trouver les moyens pour la réaliser. Donc c'est tout ça qui fait que finalement c'est tout le temps. Alors quand je dis je travaille tout le temps, c'est aussi quand je voyage, quand je prends le bus. Enfin, voilà, c'est une condition permanente, c'est un rapport au travail qui est permanent dans ce sens-là. Ouais. C'est de là que vient votre inspiration? Ça joue à pas grand-chose. Un U de moto abandonné sur le trottoir, ça peut déclencher une idée et je peux le réutiliser dans une de mes expos. Est-ce que vous travaillez toujours de la même façon? C'est-à-dire par exemple déjà toujours en noir et blanc? Pour les dessins, oui, j'utilise un feutre très très fin à l'encre pigmentaire et j'entretiens ce rapport à la lenteur, c'est-à-dire que je mets beaucoup de temps aussi dans la fabrication, la réalisation du dessin. C'est volontaire. C'est pour ça que souvent mes sujets sont en rapport avec ce rapport au temps. Je dessine des files d'attente, je préserve les blancs. Il y a un travail autour de la disparition, on va dire, mais moi j'appelle ça plutôt un espace blanc qui est un espace manquant que le spectateur pourrait investir et prolonger. C'est-à-dire que dans le blanc et dans cet espace vide, entre guillemets, finalement, le regardeur va compléter et va projeter ses désirs, ses frustrations, son univers dans ce que j'ai laissé. Alors vous nous dites que vous utilisez toujours le même crayon, celui-là d'ailleurs, hein, tout simplement, voilà, qu'on a déjà vu à multiples reprises. Alors pourtant il y en a plein là. Combien de crayons pour ce dessin-là? Ça dépend, oui, des formats, mais pour celui-là, 5-6 à peu près, parce que dès que l'encre commence à passer légèrement, je change de feutre. Mais ça arrive pour certains grands dessins où je peux en utiliser 200 ou 300. Ouais. Ah, pour un seul et même dessin. Ouais. Et quand vous dites grand dessin, c'est-à-dire? C'est 5 mètres sur 3 avec cette même technique. Donc c'est des centaines d'heures et des centaines de feutres. Alors en termes de matériaux, c'est simple, une feuille de papier, un crayon, mais finalement ce n'est pas si simple non plus. Ça se trouve facilement, ce que vous utilisez le plus souvent, c'est-à-dire le papier et le crayon, est-ce que ça se trouve facilement? Alors le crayon évidemment, le papier, je travaille avec un arche platine qui est un arche particulier, qui est extra blanc et qui a une surface très lisse. Donc pour moi, pour les feutres, c'est idéal. Et puis on a les qualités de l'arche avec ses bords frangés. Enfin. Donc c'est un très beau papier. Emmanuel Régent, quel conseil vous donneriez à de jeunes collégiens qui ont envie de suivre vos traces? Je ne sais pas si je peux leur donner un conseil, mais j'ai envie de dire de prendre le temps, de l'arrêter, en tout cas de prendre le temps de s'arrêter, de regarder les choses, de se poser. En fait, dessiner, c'est davantage regarder l'extérieur que sa feuille de papier. Merci beaucoup Emmanuel Régent. Merci. C'était Confidence pour un dessin avec les papiers Canson. Entrez dans le monde de l'art en regardant Confidence pour un dessin avec les papiers Canson pour l'art et la création. Le dessin qui pourrait me ressembler aujourd'hui, moi je vois bien un bonhomme assez illuminé, mais assez honnête, assez sincère, dont on sortirait des plantes du chapeau, qui sont le chapeau du bonheur. Ce chapeau a une histoire. Les plantes, elles reflètent ma philosophie de cuisine. C'est la nature que l'on met dans l'assiette. Nous sommes les marchands de bonheur du médicament naturel qui sert à notre corps. Et puis là-bas, il y a le soleil qui se lève. Il est en train de se lever et il apporte la bonne nouvelle. Oui, une couleur dominante dans mon dessin, c'est le vert. Le vert, c'est la vie. Mais en plus, c'est une couleur merveilleuse parce que c'est l'espérance, c'est l'espoir. Je voudrais bien que dans ce dessin, à travers cette identité, ce chapeau, cet environnement, je voudrais bien qu'il y ait quelque chose de complètement surréel qui sorte de ce chapeau, qui soit le respect de l'autre. Thierry Feuz, quelle a été votre démarche lorsque vous avez créé ce dessin? J'ai décidé
de faire un peu un jardin aromatique, une nature foisonnante, des herbes folles qui sont et de la montagne et du jardin, du potager. Et j'ai donc décidé de créer un petit univers qui serait aromatique dans le sens de la diversité des techniques. Là, j'ai utilisé du pochoir, du crayon, de l'huile, de la paillette, du collage, du coulage, du dessin, du frottis. Donc j'ai mélangé un petit peu et du vernis à ongles aussi, ongles, exactement. Voilà, je cherchais le mot. Et ça donne justement un résultat assez riche, un peu à l'instar de sa cuisine, qui est visiblement une cuisine assez riche et un petit peu secrète. La diversité donc dans les matériaux que vous avez utilisés pour le composer, pour le créer, et puis de la diversité évidemment en termes architecturaux, parce qu'alors là, c'est très foisonnant. Est-ce que c'était déjà votre univers à la base? Donc, effectivement, j'ai tendance à créer des univers assez riches, assez foisonnants, assez séducteurs comme ça, très colorés. Et là, je trouvais que le propos de Marc Vera était relativement en accord avec mon propre travail. Et donc j'ai mis un petit peu des clins d'œil qui rappellent un petit peu son idée de son tableau idéal. On trouvera un paysage de montagne, on trouvera son chapeau. Et donc en même temps, j'ai essayé d'interpréter son idée et de la rendre riche, vivante et savoureuse. Avec des paillettes également, avec le vernis à ongles, avec les huiles, avec tout ça, vous peignez toujours, vous dessinez toujours avec tout ça? Généralement, je peins sur toile. Donc là, on est sur papier, un papier canson, qui est un papier lisse avec la barbe. Donc les propriétés du papier sont différentes de la propriété d'une toile, donc il faut s'adapter. Là, j'ai opté pour un maximum de possibilités techniques, justement pour présenter aussi les possibilités illimitées de la peinture. On a tendance à penser qu'on s'arrête à l'acrylique, à la peinture à l'huile, au crayon. Eh bien non, là je donne justement à voir ce qu'on peut faire tout en mélangeant les techniques avec un résultat finalement assez harmonieux. Comme j'ai aussi coulé de la peinture sur le papier, eh bien, la peinture aura tendance à mieux se diffuser sur un papier lisse que sur un papier, par exemple, torchon, qui est un papier plus rugueux. Et la couleur du papier, est-ce important pour vous? Alors moi, je préconise un papier clair, blanc, mais blanc cassé. Donc, parmi les papiers sur le marché, vous trouverez une gamme infinie de couleurs de blanc. Il y a les blancs froids, les blancs gris, les blancs crème, les blancs œufs. Donc là, on est sur un blanc légèrement crème, qui atténue un tout petit peu le contraste entre le blanc trop criard et les couleurs. Vous exposez un peu partout, vous êtes un grand voyageur, en Corée, aux États-Unis, en Suisse, à Paris, en Allemagne. Où est-ce que vous trouvez votre source d'inspiration? Je pense que l'inspiration, elle est constituée de plusieurs petites sources d'inspiration plus ou moins anodine. C'est pas en allant à Étretat, par exemple, en observant le coucher du soleil sur la mer qu'on va être divinement inspiré pour aller écrire un texte ou faire une peinture. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui a envie de devenir dessinateur ou peintre? Alors, pour être franc, il y a peu de conseils à donner. C'est un métier assez exigeant et difficile. Je pense qu'avant tout, il faut y croire. Donc, quelqu'un qui a la volonté, contre vents et marées, de faire de la peinture, de faire du dessin, il va trouver son chemin. La concurrence est rude. C'est la raison pour laquelle moi, je dis qu'il faut être très motivé, engagé et y croire surtout. Parce qu'on est rapidement découragé par notre environnement. On ne nous donne pas toujours les clés pour réussir, mais je pense qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai pensé que c'est là où j'étais à l'aise. J'ai aussi un petit tremblement des yeux, une déficience visuelle qui m'a peut-être aussi poussé à faire du visuel, justement. En tout cas, c'est une de vos particularités et on est ravis d'en avoir profité. Merci Thierry Feuz. Merci beaucoup.
C'était Confidence pour un dessin avec les papiers Canson. Entrez dans le monde de l'art en regardant Confidence pour un dessin avec les papiers Canson pour l'art et la création. Mon dessin imaginaire pourrait ressembler à plein de choses. Dans la vie, en général, j'ai un côté un peu terre à terre, mais aussi la tête dans les étoiles. J'ai souvent tendance à dire que j'avance en ayant les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Quelque chose mélangé entre l'abstrait et le figuratif. Dans le figuratif, je crois qu'il représenterait le bonheur, même si ça reste encore très abstrait. Et l'abstrait, ce sera plus au niveau des textures, au niveau des couleurs, au niveau des traits, au niveau de la grosseur ou non du trait de crayon. Ça ira aussi, je pense, à l'interprétation de l'artiste. C'est quelque chose qui est très personnel aussi. La légende du dessin, je la verrais courte, peut-être en 2 ou 3 mots, pas plus. Le rêve, le futur aussi, et puis l'envie. Benjamin Auchard, est-ce que devenir plasticien, c'était une vocation ? C'était une rencontre avec une exposition quand j'avais 6 ou 7 ans au musée d'art moderne de la ville de Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, où je suis parti en visite scolaire avec mon école primaire et j'ai vu une exposition de Dubuffet. Et ce musée possède une des plus grosses collections d'Europe d'art brut. Et donc ça a été une rencontre plutôt avec le fait que ça pouvait être la vie de quelqu'un. Et voilà, donc j'avais envie que ça soit ma vie à cet âge-là. Peintre. Et puis ensuite, j'ai toujours intégré des sections arts plastiques et jusqu'à des écoles de Beaux-Arts, aux Beaux-Arts de Bordeaux puis aux Beaux-Arts de Lyon. Et voilà, et maintenant, je suis plasticien. Vous avez des artistes de référence ? Beaucoup, donc ça va être difficile d'en citer, de les citer tous, mais en premier, il y en a un qui s'appelle Øyvind Fallström, qui est un artiste suédois et qui a longtemps vécu à New York et qui a un goût particulier pour la bande dessinée et qui est à la lisière très souvent entre la figuration et l'abstraction justement et qui utilise l'essence de ces deux langages pour les mêler et créer une sorte de forme poétique visuelle. Donc voilà, et ça c'est un peu la ligne que j'essaye de suivre en tant qu'artiste. Enfin, la ligne, disons que je prends beaucoup aussi de ce que lui a pu avancer pour essayer de poursuivre ça et de travailler dans cette direction-là. Alors c'est justement cette lisière, j'imagine, entre le figuratif et l'abstraction qui vous a intéressé dans les propos de Scheim. Bah oui, exactement. C'est le fait qu'elle touche ça du doigt, puisque c'est ce que j'essaye moi tout le temps de provoquer dans le dessin aussi, c'est que des onomatopées pourraient devenir une forme de langage. C'est là aussi que la bande dessinée m'intéresse, par exemple. C'est que des onomatopées, c'est un son autant que les mots que je suis en train de dire, seulement ils n'ont pas ce langage, ces références, cette histoire et puis cette étymologie qui fait qu'on comprend ce que je dis quand... Voilà. Bon, il y a quelque chose comme ça qui me plaît. Oui, alors du coup, vous avez une technique bien à vous aussi, hein, avec un langage bien à vous. Alors par exemple, il y a cette espèce de partition, ou alors de table de la loi, j'ai envie de dire un petit peu. Table de la loi, non, puisqu'en fait, c'est juste une sorte de partition, mais ensuite, toute la manière dont je vais jouer la partition laisse la liberté que de faire un dessin dans un sens ou dans un autre, en fait. Ça, c'est des dessins d'une série qui s'appelle Répertoire. Il y a à chaque fois un dessin de ce genre, c'est-à-dire où il y a une suite de formes suivie du nom de l'outil qui est utilisé pour dessiner, dans l'ordre dans lequel je les utilise pour mon dessin. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je vais dessiner, vous verrez que je commence par le premier, et puis je vais jusqu'au dernier, et ensuite je reprends le premier. C'est-à-dire que je n'utiliserai jamais le premier 2 fois sans avoir utilisé toute la palette. Et j'utilise cet ordre pour dessiner, et là, le dessin devient... automatique, à la fois figuratif, à la fois abstrait. Je tourne autour de la table ou je tourne la feuille pour dessiner, c'est-à-dire que mon dessin n'a pas de sens avant que je l'ai terminé aussi. Est-ce qu'il peut avoir plusieurs sens, votre dessin, du coup ? Oui, d'ailleurs, parfois, je fais en sorte que mes dessins, s'ils sont encadrés, il y a un système d'accroche dans les 4 sens, c'est-à-dire que celui qui va acquérir le dessin pourra l'accrocher dans un sens totalement différent de celui que j'ai décidé pour le présenter dans une exposition, par exemple. Alors vous me parliez de feuilles tout à l'heure, est-ce que vous travaillez toujours sur du papier et comment vous choisissez votre papier ? J'imagine que c'est important justement qu'on travaille une telle partition. Sur de très grands papiers, sur de tout petits, sur du papier recyclé, sur du papier blanc. Voilà, en fait,
c'est aussi précis que ça, c'est-à-dire que chaque papier, chaque format va être décidé en fonction d'une série, en fonction de la destination du travail. Quelle légende vous aimeriez apposer sur le dessin que vous allez réaliser? Il y a cette idée-là d'essayer de prendre des mots qui n'ont pas de sens, de les tordre, de les faire se cogner pour voir ce qui va apparaître. Donc c'est une sorte d'essayer de construire un nouveau langage plastique qui puisse à la fois être un nouveau langage poétique. Et donc la légende, c'est à la fois une espèce de grande bataille joyeuse où j'essaye de faire se télescoper toutes sortes de signes et toutes sortes de matériaux, comme on voit sur la partition, voilà, et d'essayer d'obtenir une forme concrète, précise, à la fois en même temps que très brouillonne. Et quel serait votre conseil donc à des jeunes collégiens qui se destinent à la peinture? De toujours prendre du plaisir à ce qu'on fait. Merci beaucoup Benjamin Auchard, on a pris beaucoup de plaisir à vous rencontrer en tout cas. Merci à vous. C'était Confidence pour un dessin avec les papiers Canson. Entrez dans le monde de l'art en regardant Confidence pour un dessin avec les papiers Canson pour l'art et la création. C'est un contraste en fait, mon tableau. C'est vraiment aussi bien du noir et du blanc, du rouge comme l'idée de la douleur, que du doré comme l'idée du soleil et de la joie, entre guillemets. Un mélange de peine et de joie comme la vie. Il se passe soit à l'aurore, soit au crépuscule, à ce moment où rien n'est défini, rien n'est forcément fixé, puisque pour moi tout reste possible. C'est le moment où on rassemble tout, on fait un bilan de sa journée, on se prépare pour le lendemain. La légende de mon dessin, ce serait que la route soit belle, le combat importe plus que la victoire. Il n'y a que des étapes. Après, savoir où ça mène, ça c'est encore un autre débat. À savoir si cela doit représenter quelque chose que je ressens ou quelque chose que j'aimerais voir. Ce qui est très très différent, puisque je suis pas sûr que j'aimerais passer une journée avec moi. D'une certaine manière. Shang Yanmin, oui. Comment vous intituleriez votre dessin? Je dirais Passage vers la lumière. Pour quelle raison? Dans la description de Rêve d'imaginaire de Grégoire, il a dit que c'est son rêve, c'est plutôt aller dans l'obscurité vers la lumière, par un tunnel, dans le paysage noir, avec la lune, avec l'étoilé, tout ça. Et donc ça m'a fait un peu imaginer des passages. C'est un tunnel, c'est un passage qui va vers la lumière. Est-ce que le choix de l'aquarelle, par exemple, ou du crayon, vont dans ce même sens? Est-ce que ça a du sens dans ce passage vers la lumière? En fait, le matériau que j'ai utilisé, ça ne donne pas beaucoup de sens, c'est juste pour une visuelle. Est-ce que c'est facile de travailler à partir d'une interview comme vous l'avez eue là, comme celle de Grégoire, ou c'est difficile pour vous? C'est difficile parce qu'on est limité, il y a une règle dans un jeu. Et donc, évidemment, s'il y a une règle, il faut réfléchir par rapport à des choses que j'ai jamais imaginées, ou il faut penser à la place de la personne qui a parlé. Et tout ça, c'est compliqué, mais c'est très intéressant à faire parce que c'est une nouvelle règle qui donne à faire un nouveau jeu qui n'a jamais été créé dans ma tête. Donc, s'il n'y a pas de limites, s'il n'y a pas de règles, c'est pas intéressant à vivre. Comme la vie, c'est pareil. C'est comme la liberté totale, ça fait une perte de tout. Vous êtes quelqu'un comme ça de très carré, vous aussi? Non, je ne suis pas très carré, je me lève tard le soir, je dors très tard aussi, je ne suis pas vraiment carré. Mais quand je dessine, quand je organise mes dessins et tout ça, évidemment, avant j'étais 100% organisée dans ma tête et après je commence à dessiner au peindre. Mais maintenant, ça a beaucoup changé. Et vous avez donc dessiné sur du papier. Est-ce que c'est ce que vous faites habituellement? Pour un tableau. Donc c'est un dessin préparatif pour un tableau, plus d'imagination, plus de sortir comment je vais faire pour un tableau. Mais récemment, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de dessins
tel quel qui parle tout seul. Vraiment pas beaucoup de couleurs d'habituellement, mais pour ce dessin, j'ai décidé de mettre un peu de couleurs. Alors pourquoi justement ces couleurs-là? En fait, dans son rêve imaginaire de Grégoire, il a dit qu'il aimerait bien imaginer une nuit étoilée comme un tableau de Van Gogh. De Van Gogh? Oui. Et pour moi, la couleur, c'est parce que la couleur de Van Gogh, la nuit, c'est plutôt la couleur très bleutée, avec les violets, avec les sombres, mais plutôt bleu. Et du coup, j'étais obligée ça m'a fait un peu obligée d'utiliser la couleur un peu plus lâchée. Parce que dans mon caractère, je travaille beaucoup avec une petite stylo encre de Chine, vraiment avec une petite plume qui me fait un peu travailler sur un petit papier, vraiment en long terme. Mais sur ce dessin-là, il fallait plus d'énergie un peu lâchée pour la tension de Van Gogh. Vous me parlez de long terme. Est-ce que le fait que le papier se conserve longtemps, c'est important pour vous? Ce n'est pas la question de papier qui est très important parce qu'avec une bonne qualité de papier, on y arrive à conserver à très long terme. Mais avec quels matériaux on utilise sur le papier qui est important, je crois. Quelles sont les règles, selon vous, qu'il faut justement appliquer pour construire un dessin? En fait, les dessins, et j'applique souvent, est-ce que c'est l'espace ou est-ce que c'est essentiel, simple, la matière? Genre, est-ce que je divise pour plusieurs facettes l'espace avec plusieurs perspectives différentes, ou bien je fais juste une matière simple pour faire sentir l'essentiel et juste les sentiments ou expressifs. Quel conseil vous donneriez à des jeunes collégiens qui ont envie de devenir peintres ou dessinateurs, en tout cas qui se destinent à être artistes? En fait, il ne faut pas qu'on est déjà artiste. Même en étant artiste, si on pense qu'on est artiste, on devient artificiel. Et donc, je pense que j'étais toujours que j'aimais bien peindre, j'aimais bien dessiner, mais j'ai jamais pensé que je suis artiste ou quelque chose. Donc, soit naturel, soit fait ce qu'on veut, fait ce qu'on aime. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'était Confidence pour un dessin avec les papiers Canson. Entrez dans le monde de l'art en regardant Confidence pour un dessin avec les papiers Canson pour l'art et la création. Mon dessin imaginaire, à quoi pourrait-il ressembler? Ça pourrait être une encre qui se dilue ou un pastel qui se mélange à de l'eau et qui est très fluide. Quelque chose qui soit dense, qui tienne compte d'une densité, d'une chose un peu incarnée. La multiplication aussi de chaque regard qui va croiser le dessin, qui va l'interpréter et en faire un autre aussi. Parce que là, entre ce que je dis, ce que je crois dire, ce que j'ai envie de dire, ce que je dis réellement, ce que le peintre va entendre, ce qu'il va croire entendre, et entre après, ce que les gens vont regarder, croire voir, projeter, parce qu'ils vont rien voir de ce que le peintre a fait, ni de ce que j'ai raconté. Tout ça va être totalement distordu et dans le bon sens en même temps. C'est encore des démultiplications de l'illusion de ce qui n'existe pas. L'élégance, ce serait de ressembler à ce qu'on est. Donc j'aurais envie de ne pas mettre de légende. Ramzi, qu'est-ce qui vous a amené à devenir artiste? Je ne peux pas dire ce qui m'a amené, mais plutôt, en fait, c'est depuis l'enfance, quoi. C'est quelque chose qui est en moi et je pense qu'en fait, on est avec, quoi. On ne se dit pas un matin, tiens, je vais devenir artiste. C'est un truc qui est là depuis toujours et qui, au fur et à mesure du temps et des années, se développe de plus en plus, quoi. Et vous avez suivi quelle formation? Celle de la rue, c'est-à-dire que j'ai appris, j'ai pratiquement appris tout seul. Vous avez commencé par les crayons de couleur comme n'importe quel enfant ou vous êtes passé... Tout à fait, crayon de couleur et pastel.
Ou non, j'utilisais plutôt les crayons de couleur avec de l'eau, et donc j'ai découvert que ça faisait de la pastel. Voilà, ça c'est mes débuts. Et après, je suis parti directement dans la rue. Alors dans la rue, ça se passait comment? Vous choisissiez un mur comment, par exemple? Ou peut-être un trottoir, j'en sais rien. Au début, non, c'était les dossiers de métro dans les stations. Voilà. Et j'avais un goût pour l'écriture. Et donc, le graffiti s'est présenté à moi tout naturellement. Votre plus grand souvenir de rue? C'était en 2003, je faisais les camions parce que j'habitais à Belleville. Et je peignais les camions de Belleville. Et il y a une dame qui est descendue avec sa fille et qui m'a dit « Tous les matins, je passe devant votre camion et j'aimerais bien, si c'est possible, que vous marquiez le nom de ma fille dessus. Comme ça, tous les matins, quand elle va à l'école, elle voit son nom. » Et aujourd'hui, vos sources d'inspiration, quelles sont-elles? Tout ce qu'il y a aujourd'hui, voilà, j'utilise le net, tout m'inspire, quoi. Une pancarte, un vitrail, tout m'inspire. Votre technique a évolué ou pas? Vous mélangez davantage de choses, j'imagine, aujourd'hui. Vous avez fait des découvertes récentes, là, comme l'aquarelle, avec l'eau, les pastels? Non, en fait, juste que c'est ce que j'explique toujours. Aujourd'hui, on a des téléphones, des smartphones, donc on utilise Internet, etc., etc. Donc on avance dans notre temps. Moi, aujourd'hui, j'utilise des outils qui vont me faciliter la vie, qui vont permettre de produire peut-être beaucoup plus rapidement ou plus efficacement. Donc aujourd'hui, ouais, j'utilise tout ce qui est possible et inimaginable et qui va me faire avancer, quoi. Vous parliez de toile ou de papier tout à l'heure, de dessin. Vous choisissez votre papier comment quand vous faites un dessin sur papier? J'ai jamais vraiment choisi parce que j'ai toujours été contraint par le côté financier. Donc j'ai plutôt subi et je me suis plutôt adapté au support qui m'était possible d'avoir. Comment vous choisissez vos formats cette fois? Parce que quand on passe d'un mur à un format A4 par exemple, j'imagine que ce n'est pas tout à fait le même travail. Non, parce qu'en plus moi je viens du mur, donc le mur c'est juste une liberté totale, quoi. Après, au début j'avais vraiment du mal et maintenant, en fait je pense que vu mon parcours, on va dire professionnel dans la peinture, par le biais du graffiti, fait que je suis capable de m'adapter à n'importe quel support. Donc la contrainte devient une facilité pour moi, quoi. D'accord. Donc j'ai pas forcément de préférence. Après, mon format de prédilection, c'est du 100 par 81. Pourquoi? Parce que je pense qu'avoir un très très grand tableau chez soi, il faut vraiment avoir une très très grande maison. Parce qu'il faut avoir du recul et pouvoir méditer dessus. Donc je ne pense pas que les gens, tout le monde a des super grands appartements. Un format de 100 par 81, je pense que c'est l'idéal. Ramzi, quel conseil vous donneriez à des collégiens qui ont envie de devenir graffiteurs? Alors sûrement pas d'aller dans les rues de vos villes pour le faire, j'imagine, hein. On ne va pas les encourager à ce genre de choses. Mais quel serait votre conseil? Parce que vous avez un parcours un petit peu atypique. Mon conseil, j'en ai pas vraiment. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un métier qui est vraiment pas facile, qui est pas évident, et je pense qu'il faut avoir vraiment les reins et les épaules super solides. Et comme on dit, quand on veut quelque chose, on peut y arriver. Merci Ramzi. De rien. C'était Confidence pour un dessin avec les papiers Canson. Entrez dans le monde de l'art en regardant Confidence pour un dessin avec les papiers Canson pour l'art et la création. Alors mon dessin imaginaire, spontanément comme ça, je vois une cour de récréation. Plein d'enfants dans cette cour de récréation, puis un enfant seul. Cet enfant seul, c'est moi. Et puis une porte. Derrière cette porte, un rayonnement, un soleil. Voilà. On a tous une porte à entrouvrir. Il suffit simplement d'imaginer son propre soleil. Ce que je peux rajouter à ça, un groupe de filles. Et là, ça devient poétique. Et si je rends hommage dans cette cour de récréation au petit groupe de filles,
c'est parce que ce sont les femmes qui m'ont sauvé. Ce sont les femmes qui m'ont donné de l'amour dans l'immédiateté. Ce sont les femmes qui m'ont entouré spontanément dans les prémices de mon existence. Donc je dois tout aux femmes. Moi, je voudrais que ce soit le plus grand tableau du monde. Emmanuel Flippo, quel est votre parcours? Comment êtes-vous devenu artiste peintre contemporain ou encore performeur? J'ai une formation très classique. Un vieux prof, quand j'étais tout jeune, à Villeneuve-sur-Lot, un vieux classique architecte qui m'a appris dorique, ionique et corinthien, tu vois, tous les styles grecs, plus des dessins tout à fait classiques, quoi, d'après plâtre, modèle vivant. Après, j'ai enchaîné les beaux-arts, etc. Mais pour moi, dans toutes ces époques de post-lycée, quoi, c'était 5-6 ans d'université pour l'art. Les Beaux-Arts de Toulouse, les Arts décoratifs de Nice, tout, c'était facile, quoi. Comment vous choisissez le format de vos dessins? Par exemple, celui-là. En essayant de comprendre l'aléatoire et l'accident dans la nature, que je peux m'en imprégner le mieux pour après le réintégrer dans des grandes échelles et me projeter, si tu veux, dans le ciel comme un aigle au moment de la réalisation du dessin, puisque tu ne vois rien, quoi, au sol. Et alors la résonance avec l'interview de Smaïn, par exemple, à quel endroit on retrouve les symboliques? Parce que nous, on s'attendait à voir une cour d'école, et au final, on voit une femme nue, et en même temps, vous pouvez tout m'expliquer, je le sais. C'est une femme nue très juvénile, qui pourrait être un enfant. C'est comme une cour d'école dans la mesure où il y a un jeu entre l'ange, cette personne qui est là, une troisième qui est son reflet, qui peut-être renvoie à la pensée même de cette jeune personne, quoi. Donc, on peut s'identifier à ce groupe dans la même démarche qu'on peut le trouver dans une cour d'école. Il était question aussi d'une fenêtre. Donc pour moi, évidemment, le miroir devient la fenêtre. C'est déjà un tableau, si tu veux, c'est une fenêtre. Donc là, c'est une fenêtre dans une fenêtre qui nous pousse vers un au-delà, tu vois, illimité. Il y a des gens que j'affectionne en particulier, Velázquez comme ça, qui sont pour moi des grands maîtres de la peinture. C'est d'un lyrisme, tu vois, c'est d'une liberté. Donc Velázquez, de temps en temps, ça fait du bien, quoi. C'est vraiment sympa. Ouais. Alors il y a un autre fil rouge dans votre travail, c'est le papier. C'est extrêmement important pour vous. J'étais devenu un grand maître de l'aquarelle avec des aquarelles qui étaient hors normes dans leur taille, etc., au point que Canson avait fabriqué un papier unique au monde. Ces feuilles ont été créées, il y avait un minimum d'1 tonne, donc j'ai eu 1 tonne de sang, c'était il y a une vingtaine d'années, et à y être, on a filigrané à mon nom. Donc là, c'est une demi-feuille de ces fameuses belles feuilles que j'utilise aussi dans mon travail contemporain. Et la couleur, c'est important aussi pour vous, la couleur du papier? Je préfère en fait précoller des papiers anciens qui peuvent se patiner dans le temps, qui sont une base bois comme les dessins d'antan, Matisse, Picasso, Toulouse-Lautrec, ou tous les dessins du début du siècle dernier que l'on aime tant et qui ont une chromatique déjà intéressante. Et puis après, il y a le graphisme qui s'ajoute, mais déjà la base, c'est un papier qui est vivant, quoi. Toujours la même base, le papier qui est très lourd. Ah oui, toujours ce papier. C'est essentiel. Après, je vais contre-coller les papiers sur bois quand c'est de grande taille pour qu'ils soient plus rigides. Mais je n'aime pas la toile. La toile, c'est trop vulgarisé, quoi. On la voit partout. Quel conseil vous donneriez à des jeunes collégiens qui ont envie de devenir artiste peintre, Emmanuel? Très très simple. Juste à dessiner, trouver des prétextes multiples pour se faire plaisir à dessiner. Ça peut être n'importe quoi. Ils peuvent dessiner ce qu'ils veulent, mais le but, c'est qu'ils dessinent. D'ailleurs, ma jeune modèle, elle a aussi ce talent et cette passion. Elle dessine tout le temps dans des petits carnets, des choses très belles. Merci d'avoir partagé ce merveilleux moment avec nous, Emmanuel Flippo. Merci à vous de m'avoir fait venir. C'était Confidence pour un dessin avec les papiers Canson.
Entrez dans le monde de l'art en regardant Confidence pour un dessin avec les papiers Canson pour l'art et la création. Mon dessin imaginaire, il démarre dans un endroit très très citadin. Une ville comme New York, avec des buildings, des gratte-ciel, mais tout est dans des tons gris, noirs et blancs. Et il y a un ange qui s'avance. Il amène la lumière et il amène la couleur. C'est montrer tout ce que la ville peut asphyxier et tout ce que la pureté peut ramener. Et sur le sillage, je vois des coquelicots. Mon grand-père était paysan. Et c'est une fleur que j'ai cueillie toute ma jeunesse avec lui parce que j'avais une passion pour le coquelicot. Mon premier contrat de disque, je l'ai signé. Et au-dessus, j'étais dans un restaurant, il y avait un tableau avec des coquelicots. C'est ma fleur de prédilection. C'est une fleur messagère pour moi. Si ce tableau devait avoir une légende, ça serait peut-être quelque chose comme amener la lumière sur ce qui a été éteint. Enfin, je sais pas, quelque chose comme ça. Florentine Lamarche, quel est votre parcours professionnel? Alors, j'ai fait les Beaux-Arts de Lyon et ensuite une année aux Beaux-Arts de Paris. Vous avez toujours su que vous vouliez devenir artiste? Oui, en quelque sorte, oui. En fait, je crois que j'étais bonne à faire que ça, entre guillemets. Vous vous souvenez de votre premier trait de crayon? Je crois que j'ai toujours dessiné, mais j'ai le souvenir d'un de mes premiers dessins, c'était une coccinelle que ma tante doit avoir dans ses toilettes, je crois. Ça présageait d'un bel avenir? Oui. Bon, en tout cas, l'avenir ne vous a pas trompé parce qu'aujourd'hui, vous vivez de votre art. Comment vous vous définiriez? Artiste, artiste peintre, artiste contemporaine, artiste plasticienne? En fait, normalement, on travaille à deux. Et moi, je suis, on va dire, préposée à la question du dessin. Mais on a un travail un peu polymorphe. Donc, je crois qu'on sévit dans le champ des arts plastiques. Oui, parce que votre nom, c'est Florentine Lamarche Ovise. Est-ce que c'est facile de travailler à deux? Vous êtes donc habituée. L'exercice qu'on vous demandait était aussi de travailler à deux d'une certaine manière. Oui. Est-ce que c'est facile de travailler à deux? Il faut surtout écouter l'autre, en fait. Enfin, savoir écouter l'autre et faire des compromis et essayer de comprendre l'intuition que l'autre peut émettre, en fait, et le mettre en forme. C'est avant tout une question d'intuition, votre création? De hasard et d'intuition, oui, je crois, oui. En fait, il y a beaucoup de... Le travail à deux permet la question du hasard parce que finalement, l'idée vient pas de de nous-mêmes, mais de l'autre. Et donc, il faut essayer de comprendre cette idée-là et de la mettre en forme. Donc, oui, je crois qu'il y a l'ordre de l'intuition, oui, et du hasard. Qu'est-ce qui vous inspirait dans les propos d'Hélène Ségara? C'est surtout la question du motif, parce que donc elle parlait de New York ou du coquelicot ou de la lumière. Donc finalement, j'ai essayé de travailler sur ces questions-là, mais comme si je composais une tapisserie ou une sorte de motif, en fait. Donc c'est un travail d'illustration davantage que d'interprétation? Non, je dirais peut-être pas d'illustration, je dirais un peu de cadavre exquis, en fait. Une chose en renvoie à une autre formellement, c'est-à-dire qu'un nuage va renvoyer à la plume qui peut rappeler celle de l'ange, et le motif floral va renvoyer à la question encore de cette histoire de mousseux, voluptueux, lumière. Enfin, c'est comme ça que ça marche, c'est une sorte de ricochet de mots qui crée en fait une espèce de farandole de forme. Et alors, farandole aussi de technique? Oui. Vous travaillez toujours comme ça? Oui, oui. C'est toute la question de la composition finalement, ou comme un orchestre pourrait être géré, c'est-à-dire que chaque technique a sa propre propriété et permet à une autre d'exister par son contraire. Est-ce que chaque technique a aussi son papier? Vous ne faites que dessiner sur du papier? Oui. Oui, parce que mon travail, il est entre le dessin et la peinture, on peut dire. Donc en fait, c'est des techniques qui vont tendre presque à l'esquisse de la peinture, c'est-à-dire l'aquarelle, la vie technique, enfin voilà, ce genre de choses. Donc le papier, c'est très important parce que s'il a du grain, en fait, ça va retenir le pigment de l'aquarelle. S'il est lisse, il va finalement permettre à la plume ou au pinceau de glisser. Donc le papier, c'est très important. Quel serait le conseil que vous donneriez à des collégiens qui ont envie de suivre vos traces? D'aller vers une formation en fait peut-être plus spécifique. Par exemple, un bac avec une option art plastique lourde, ça permet déjà de voir si finalement on a envie d'en faire son métier ou sa passion, parce que c'est pas la même chose, métier ou passion.
Pour vous, c'est mélangé, non? Je pense qu'à partir d'un certain stade, c'est plus une passion, mais c'est un métier avec ses propres contraintes. Mais après, c'est un métier passion. Voilà. Merci Florentine Lamarche, Ovise. Merci. C'était Confidence pour un dessin avec les papiers Canson. Entrez dans le monde de l'art en regardant Confidence pour un dessin avec les papiers Canson pour l'art et la création. Eh bien, mon dessin imaginaire pourrait ressembler à un théâtre, en fait. Je vois une feuille blanche sur laquelle des taches de couleur rouge très fortes, avec des petites taches comme ça de jaune aussi, d'orange, qui serait la lumière, qui scintille, qui brille. Et puis, pourquoi pas des centaines de têtes, des ombres comme ça, un peu en mouvement. On ne saurait pas qui sont ces gens. Ce serait peut-être le point de vue que moi j'ai quand je suis sur scène et que je joue. Ce qui dégagerait de mon dessin, ce serait de la chaleur, ce serait effectivement de l'énergie, et puis oui, une certaine excitation, quelque chose du trac peut-être aussi. Eh bien, la légende de ce dessin, ça pourrait être un moment unique, 3 petits points, inoubliable. Yessou, comment êtes-vous devenu artiste peintre? Est-ce que vous avez toujours su que vous alliez faire ce métier? Oui, oui. Depuis quand j'étais petite, j'ai adoré l'art. Vous vous souvenez de votre premier trait de crayon? Oui. Au CP, le premier cours, ça a commencé par l'art plastique. Et là, j'ai dessiné. Maîtresse a mis mon dessin au mur. Peut-être à partir de cette expérience, j'étais un peu fière de ça. Et vous avez fait les Beaux-Arts? Oui, à Séoul. Et après, je suis venue ici pour entrer à l'École des Beaux-Arts de Paris. Est-ce que ça a été facile de vous prêter à notre exercice? Est-ce que ça a été facile de partir d'un brief pour créer, tout simplement, de partir de l'interview de François-Xavier de Maison? L'idée de mon travail d'après son texte, ce qui m'a frappée, c'est déjà, il faut aussi garder son texte, le théâtre roman. Alors le théâtre roman, c'est pas comme le théâtre d'aujourd'hui, c'était en rond. Au milieu, l'acteur ou les actrices travaillent au milieu et les spectateurs autour. Donc c'est pour ça que j'ai pris la forme rond. Et aussi, dans son idée, il y a, dans 20 ans, on se souvient de cette émotion exactement pareil. Ça veut dire, moi, j'ai pris le rond comme une notion de l'éternité. Yessou, alors c'est très impressionnant parce qu'on voit vos outils de travail. Ça va du tournevis, en passant par un pic, je ne sais même pas comment ça se définit, façon tournevis, avec tout ce qui est un peu contendant, hein, on peut le dire, presque un peu violent d'ailleurs, je dirais même. Est-ce que vous travaillez toujours avec tout ça? Mon matériel principal, c'est le crayon à papier. De temps en temps, les outils pointus, ça me permet de travailler ensemble parce que, par exemple, tout ce qui se passe dans le théâtre roman, c'est très violent et c'est très, des fois, cruel. Donc, j'ai pensé à ça. Et voilà, j'ai choisi ces outils. Comme ça, j'ai pris comme ça à l'atelier, voilà, à la maison. Intuitivement, pour symboliser la cruauté, en fait, oui, cela dit, c'est réussi. Alors, en ce qui concerne le papier, cette fois, comment vous le choisissez? Là, il y a une grosse gamme de papiers. Est-ce que là aussi, vous travaillez avec différents papiers, le plus souvent? Je suis toujours mon intuition, j'écoute vraiment. Et pour le choix de format, choix de papier, choix d'objet, quel que soit je dessine, j'ai confiance en moi. Yessou, quel conseil vous donneriez à des jeunes collégiens qui ont envie de devenir artiste peintre comme vous? Le plus important, c'est ce que je me dis tout le temps, la peinture, en fait, on peut commencer,
n'importe quel moment, mais il faut savoir finir. Il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas abandonner. Toujours, si on abandonne au milieu, ça veut dire que c'est même pas commencé. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut mettre le point final. Merci Essouk d'avoir été jusqu'au bout de votre route et de nous l'avoir fait partager. Et bonne route encore à vous. Merci. C'était Confidence pour un dessin avec les papiers Canson. Entrez dans le monde de l'art en regardant Confidence pour un dessin avec les papiers Canson pour l'art et la création. Mon dessin imaginaire ressemblerait à une grande toile, en largeur. Il n'y aurait pas beaucoup de couleurs. Je pense que je serais dans les tons gris, un peu marbrés, avec des veines, comme une rivière dans laquelle on pourrait découvrir à un moment la formation d'un lac. Les reflets qui sont à l'intérieur de cette rivière donnent l'impression d'y voir un enfant. Ça pourrait être en plein hiver comme ça pourrait être en plein été en plein milieu d'un désert. Ce que j'aime, c'est la surprise. Il y a quelque chose qui me touche terriblement dans la vie, c'est la difficulté qu'on a à la maintenir et tout le chemin qu'on a parcouru pour y arriver. La légende de ce dessin, ce serait mon cœur bat, comme le mien. Florence Raymond, alors quel est votre parcours professionnel? Comment êtes-vous devenue artiste peintre? Alors, j'ai fait les Beaux-Arts de Saint-Étienne, j'ai terminé en 94 et en fait j'étais rentrée pour devenir styliste et première année j'ai touché la peinture et c'était terminé, je me suis dit c'est la peinture. Voilà. Et depuis 94, comment ça s'est passé dans votre vie alors? Bah, écoutez, là j'ai une galerie Odile Huisman à Paris, j'en ai une aussi à Moscou, Iragi, avec laquelle je travaille. Et j'ai toujours continué à travailler, mais quand même le petit coup de pouce, ça a été Philippe Piguet et la Fondation Salomon en 2007. Comment ça s'est passé le travail d'inspiration à partir d'un texte? Alors j'avoue que c'est pas évident, parce que moi le travail de dessin est un travail automatique. Je travaille souvent devant, en écoutant la radio ou la télévision, et puis je laisse aller l'imagination. Donc là, j'ai lu le texte de Sinclair. Effectivement, il y avait un enfant, donc on a ça en commun parce que je travaille sur l'enfance. Mais après, je me suis laissée, j'ai amené des documents, et puis après, au fur et à mesure, j'avais le texte à côté, je me suis laissée aller avec la matière et les couleurs et l'impression qu'il y avait dans le texte qui n'est pas tout à fait mon univers. Alors vous parliez de documents pour Sinclair, c'était quel type de documents par exemple pour le travail de ce dessin-là? J'avais ramené un peu des dessins à moi parce que ça me rassurait, et puis j'ai des photos de fleurs, j'ai voilà, il parlait d'un lac, d'un paysage désertique, donc je me suis servi du blanc de la feuille pour le paysage désertique, mais j'ai quand même rajouté des fleurs, un peu de vie. Comment vous choisissez les couleurs que vous utilisez en général et comment vous avez choisi les couleurs du dessin imaginaire de Sinclair? Alors lui, il avait été très directif. Peu de couleurs, noir et blanc, noir et blanc, et des couleurs ocre. Et en fait, c'est pas du tout ça, parce que moi, c'est un peu comme la cuisine. C'est-à-dire que j'ai plein de matières, j'ai plein de couleurs, et voilà, c'est un peu comme des ingrédients, et je le sens ou je le sens pas. Une couleur en amène une autre, mais je m'étais quand même mis dans la tête noir et blanc, heureusement, parce que là, sinon, si je mettais 10 couleurs, ça serait encore plus coloré, je crois. Est-ce qu'on peut parler de la sensualité du papier? Oui, beaucoup. Beaucoup. D'abord dans le papier, par exemple celui-là, le papier Canson, là, il y a deux faces. Donc il y en a une qui a comme des petits nids, qui accroche plus, qui fait plus de matière, et il y en a une qui est plus lisse. Il y a déjà ça c'est vraiment le début. Et puis après, il y a toutes sortes de papiers transparents. Voilà, c'est très important. Pour un artiste, très important. Vous nous livrez un de vos petits secrets? Alors, sur du crayon très foncé, crayon papier,
Un coup de gomme, ça donne du mouvement. Comme sur les cheveux de, voilà, de et la ça, petite c'est fille. intéressant. Vous avez une autre idée que vous acceptez de nous livrer? Oui, par exemple, déjà se positionner dans la feuille, essayer de fragmenter les choses, donner une vision personnelle, mouiller et après faire diluer des gouttes dans la partie qui est mouillée et confronter ça avec une partie plus sèche. Ça, c'est intéressant. Quel serait le conseil que vous donneriez à des collégiens qui ont envie de suivre vos traces? Alors, je dirais qu'il faut vraiment avoir un lien avec la matière. Sentir la sensualité des matériaux, du papier, avoir une curiosité de ce côté-là. Merci Florence Raymond. Avec plaisir, merci. C'était Confidence pour un dessin avec les papiers Canson. Entrez dans le monde de l'art en regardant Confidence pour un dessin avec les papiers Canson pour l'art et la création. Mon dessin imaginaire serait un peu comme ma mémoire, comme une boîte magique avec dedans plein de souvenirs, des photos, un paysage, une odeur, une couleur. Probablement aussi qu'il y aurait une route, une grande route, qui mènerait nulle part, ou en tout cas on ne verrait pas le bout de cette route. J'aime le mélange des genres et j'aime le fait que ça soit un peu un pêle-mêle pas tellement parfait. Les écritures seraient probablement des phrases qui ont résonné dans ma tête. Il y a une phrase qui dit « Oublie l'échec, souviens-toi de la leçon » ou peut-être « Tout ce qui ne te tue pas te rend plus forte ». L'essentiel de ce tableau serait un tableau qui serait tellement intemporel qu'on ne s'en lasserait jamais. Raphaël Denis, Léo Dorfner, quelles sont vos formations professionnelles respectives? Léo, par exemple. Moi, je suis diplômé des Beaux-Arts de Paris. Et moi, de ceux des Arts Déco. Vous avez toujours su tous les deux que vous vouliez devenir artiste? Absolument. Oui, c'est une vocation. Ouais. Une vocation, carrément. Vous vous souvenez de vos premiers traits de crayon? Plein d'animaux, des lapins, des... Comme tous les enfants, finalement. Ouais, comme tous les enfants. Un peu. Sauf que le crayon, vous l'avez jamais lâché. Et d'une certaine manière, oui. Enfin, je l'ai lâché au profit de l'appareil photo, ou de la caméra, de l'expression corporelle. Voilà. De l'expression corporelle, oui. C'est-à-dire que vous bougez dans l'espace en même temps que vous dessinez? Performance. Léo, et vous? Bon, je fais la peinture. La question, c'est quoi? C'est les premiers dessins. J'ai dessiné beaucoup de Tortues Ninja enfant. Voilà. Et j'ai continué à faire de la peinture. Alors, quand on dessine des Tortues Ninja, ça mène à quel univers aujourd'hui? Au portrait. Non, en fait, plutôt à la, bon, je sais pas, à plein de choses, en fait, à ce qui nous entoure, quoi. C'était mon univers, les Tortues Ninja. Maintenant, ce sont les gens. Voilà. Ah ouais. Parce que c'est Leonardo, Raphaël, Michelangelo. Ouais. J'avais pas pensé à ça. Bah, quand même. Grands artistes. Hein. C'est important le cadre quand on dessine? Ouais, il faut des contraintes. Absolument. Il faut toujours des contraintes. Hein. Que ce soit dans l'écriture, dans le dessin, où que ce soit. Hein. Dans la vie de couple. Alors, est-ce que c'était facile de dessiner ou d'imaginer ce que vous allez nous dessiner, en tout cas, d'après l'interview d'Elisa Tovati? Là, c'est un vrai cadre également pour vous deux. Est-ce que c'est un challenge, Léo? Bah, c'est toujours, chaque dessin est un défi. Après, je pense qu'elle a été suffisamment claire et elle nous a donné pas mal d'éléments, donc ça va pas être impossible. Raphaël Denis, quels sont les mots d'Elisa qui résonnent pour vous? Joseph, 23, mémoire, souvenir, une route, une boîte, avec plein de choses dedans. Pourquoi avoir choisi de composer à 4 mains aujourd'hui? Parce qu'on s'entend bien. Et c'est primordial quand on dessine à plusieurs. Primordial. Voilà, c'est quelque chose d'assez récent, notre travail en commun. Et donc, du coup, on reste sur la même lancée et qui réussit. Donc, on est dans une phase de réussite. Donc, autant en faire profiter les autres. Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement d'un point de vue pictural? Une certaine complémentarité. Ouais. C'est un aller-retour, en fait.
C'est une discussion. Discussion, une partie de ping-pong. Sans vainqueur. On fait des balles. Et on s'amuse. C'est des bœufs en fait. Hein. C'est un peu ça. On parlait ouais. de musique tout à l'heure, c'est du bœuf. Voilà. Il y a de sont- la magie qui s'opère dans le bœuf en fait. Il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement que si on la faisait de manière détendue. Ouais. Il y a une espèce de compétition de celui qui va... Enfin, pas de compétition, mais d'essayer d'impressionner l'autre aussi, de faire rire l'autre, ou de faire réagir l'autre. Échange permanent. Voilà. De surprendre l'autre. C'est ça. Oui, oui. Il faut rigoler, faut rire de ce qu'on fait. Ouais. Faut complètement rire. Hein. Ah, mais on prend que du plaisir. Ouais. Alors vous ne travaillez pas de la même manière, c'est pour ça que vous êtes sans doute complémentaires. Vous pouvez nous décrire un tout petit peu vos techniques respectives, celles que vous utilisez le plus souvent. Je sais Léo, vous faites de l'aquarelle par exemple. Oui, c'est ça, je fais de l'aquarelle, principalement. Puis aussi de l'encre de Chine, voilà. Du dessin et de la peinture. Voilà. Raphaël? Moi, j'ai pas tellement d'expression, pas d'expression, mais d'outils de prédilection, comme exclusivement le dessin, le crayon, l'aquarelle, la peinture, alors acrylique, etc. Ou de support, papier, toile, sculpture. Je m'adonne à plein de champs d'expression. Je considère ça un peu comme de la manière d'un polyglotte. Il s'agit de parler de plein de langues, il s'agit de pouvoir s'exprimer avec un maximum de moyens, un maximum de techniques pour pouvoir avoir un champ d'expression le plus large possible. Voilà. On ne pense pas de la même manière en anglais qu'en français, bah c'est pareil, on ne pense pas de la même manière en peinture qu'en dessin qu'en sculpture. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, d'avoir de multiples perceptions de l'expression. Quel est le conseil que vous donneriez à des collégiens qui ont envie de suivre vos traces? Travailler. Travailler et rencontrer. Rencontrer des gens. Ouais. S'enrichir. Ouais. Être curieux en fait. Ouais, extrêmement curieux. Merci beaucoup. C'était Confidence pour un dessin avec les papiers Canson. Entrez dans le monde de l'art en regardant Confidence pour un dessin avec les papiers Canson pour l'art et la création. Mon dessin imaginaire, c'est forcément un écran de cinéma. C'est une immense foule qui grossit de plus en plus. Une personne sur ces 6 milliards d'individus qui serait la synthèse parfaite de ce qu'on cherche, quoi. Voilà. Ça serait pas mal, un visage de femme. Un très beau visage de femme. La femme est dans l'être humain est quand même mieux réussi que l'homme. Voilà. Donc c'est pour ça que ce visage de femme m'intéresse plus. Ce qu'il y a bien avec les femmes, c'est qu'on est en mouvement. C'est-à-dire que la femme du matin n'est pas la même que la femme du soir et celle du midi. Je veux dire, c'est un spectacle formidable qui est le reflet permanent de la météo humaine. Voilà. La légende de ce dessin, c'est que tout est compliqué avant d'être simple et le pire n'est jamais décevant. Clotilde Calvera, quel est votre parcours professionnel? Comment êtes-vous devenue dessinatrice ou illustratrice? Alors, c'était pas du tout prévu à l'origine. Mon parcours, j'ai fait un master en psychosociaux à la fac. Donc rien à voir avec le dessin ou quelques métiers créatifs. J'ai bifurqué ensuite en école de communication, qui m'a formée au métier de conceptrice, rédactrice, que j'exerce maintenant depuis 4 ans. Mais ce qui m'a amenée au dessin, c'est mon blog, un blog de BD qui est maintenant en ligne depuis 2-3 ans, qui m'a amenée à des contrats d'illustration. Alors vous nous donnez l'adresse du blog, tant qu'à faire. C'est je-suis-pas-une-fée.com. Je-suis-pas-une-fée.com. Vous n'êtes pas une fée? Non. Non? Et pour quelle raison vous n'êtes pas une fée? Eh bien, il faut aller voir le blog. D'accord, ce qu'on fera évidemment. Qu'est-ce qui a résonné dans l'interview de Claude Lelouch aujourd'hui pour vous? C'est quand il parle de curiosité. Ça m'a inspirée dans le sens où j'ai essayé d'attiser la curiosité de Claude et des autres sur ce dessin, via ce dessin. Et j'ai beaucoup aimé sa phrase qui dit que la femme est globalement beaucoup mieux réussie que l'homme. Ça me plaît. C'est toujours la même technique que vous utilisez lorsque vous créez? D'abord, je commence à imaginer l'histoire.
et la mettre en place. Donc j'ai fait un croquis sur un papier tout simple, sur une feuille A4, pour placer mes images. Donc soit ça va être une seule illustration qui va raconter une histoire, soit ça va se présenter comme une planche BD, avec des vignettes, avec des cases. Donc je commence déjà par placer, ensuite je fais mon dessin au crayon à papier. Une fois que j'ai fait le tracé, j'encre le dessin avec un stylo noir, je refais les contours. Une fois que c'est fait, donc je gomme le crayon papier qui est en dessous. Ensuite, je scanne mon dessin, donc qui est transféré sur mon ordinateur. Et à partir de là, je fais toute la colorisation grâce à ma palette graphique. C'est toujours les mêmes formats ou parfois vous faites des grands formats? Non, je peux changer. Oui, grand format, grande histoire? Non, pas forcément. Pas forcément. Qu'est-ce qui détermine le format de vos dessins? C'est une question de visuel final, je crois. Il y a certaines histoires qui rendent mieux en petit, puis d'autres sur un A3, c'est plus joli. Alors vous nous racontez l'histoire de la femme que vous avez représentée pour illustrer le dessin imaginaire de Claude Lelouch? Alors la femme que j'ai représentée, je la vois, c'est une femme un petit peu comme toutes les autres, mais elle se démarque par son naturel. Elle envoie à un homme des photos d'elle dans un photomaton, des photos qui la montrent dans tous ses états, triste, chipie, en colère, surprise, blasée, et puis finalement elle finit par lui renvoyer un baiser, tout ça pour lui dire qu'elle l'aime mais qu'elle le quitte. Quand Claude parlait de toute la complexité d'une femme et de tous ses états d'âme, qu'elle pouvait être très belle quand elle était de bonne humeur et qu'elle pouvait être odieuse quand elle apprenait de mauvaises nouvelles. Voilà, je trouve que ça correspondait bien à tous ces états-là. Et puis, sa légende, parce que tout est compliqué avant d'être simple, le pire n'est jamais décevant. Ça peut parler de je t'aime mais je te quitte, c'est pas très grave finalement. Où vous trouvez vos sources d'inspiration? Justement, dans les histoires d'amour, mais pas que ça, j'imagine, forcément. Dans le quotidien. Dans le quotidien, je m'inspire sans le faire exprès, en fait, ça vient tout seul. Quand je vais boire un verre avec mes copines, quand je suis en famille, voilà, quand je suis avec mon ami, ou en regardant les gens dans le métro. Voilà. C'est juste des scènes de vie on ne peut plus basiques que tout le monde vit. Quel conseil vous donneriez à des jeunes collégiens qui ont envie de devenir dessinateurs? Il faut se faire plaisir, et puis il ne faut pas écouter ce qu'on vous dit. Voilà. Foncez. Foncez. Merci Clotilde Calveyrac. Merci à vous. C'était Confidence pour un dessin avec les papiers Canson.